Rapide, par exemple, Saint-Etienne, je trouve qu'ils font un beau boulot. Et c'est un marché de report des Lyonnais. C'est le cas également de Toulon, qu'on a évoqué. Il y a plein de villes. Le Havre, pourquoi ça marche bien ? Édouard Philippe. Parce qu'on a eu des gens engagés sur le terrain. À nouveau, c'est pas de la politique que je fais. Je parle d'Édouard Philippe, le maire. Ouais. Et il a été très investi, très engagé. Il a fait des choses dans sa commune. Les prix montent, quoi. Et ça redevient attractif. C'est simple que ça. Qu'est-ce que je m'en fous de savoir que j'ai 7,1 de renta ou 6,9 ? Rien. Si je vois que l'équilibre financier est respecté, que ça s'auto-paye après mon apport, j'envoie la purée, je déroule. Ça peut vous libérer plusieurs centaines d'euros par mois, tu vois, tout en sécurisant le taux de l'époque. Donc c'est comme si vous faisiez des nouveaux prêts de 2 ans avec des taux à 1%, alors que les taux de marché sont à 4. Donc c'est très intéressant de le faire. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Tu le sais, les conditions sont difficiles dans l'investissement immobilier en ce moment, entre des capacités d'emprunt qui ont drastiquement chuté après la hausse des taux et des prix du foncier qui, eux, ne baissent pas tant que ça à l'achat. Dans ce contexte morose qui pousse à la défaillance des sociétés d'investissement clés en main, à la fermeture de toujours plus d'agences immobilières, les discours de conquête et d'optimisme se font plutôt rares. C'est pourtant ce que l'on entend de la part de certains acteurs du secteur comme Manuel Ravier, un des cofondateurs de la société d'investissement clé en main Investissement Locatif, avec qui j'ai eu le plaisir de parler sur cet épisode. Manuel a cofondé la société d'investissement avec son associé Michael Zonta, avec qui il a construit à titre perso un parc immobilier de plus de 150 biens immobiliers sur les 10 dernières années. Les deux étudient constamment des nouveaux dossiers et font des offres de manière régulière sur de nouveaux biens. Comment tirer les meilleures opportunités du marché immobilier aujourd'hui, en particulier face à des conditions de financement plus coûteuses ? Quels critères prendre en compte pour se lancer sur un nouveau territoire d'investissement ? Quel mode d'exploitation locatif privilégié en fonction du secteur visé ? Comment accélérer et scaler dans la construction de son parc locatif ? Un épisode qui devrait te permettre d'affiner ta stratégie de développement de ton parc et de confirmer ou infirmer les questions que tu te poses face à un environnement toujours très changeant. Avant de démarrer, il y a 2 petites choses dont je voulais te parler. Le premier, c'est qu'il y a une offre exclusive pour toi sur cet épisode avec 500 € de remise sur ton projet locatif avec Investissement Locatif. Si tu passes par le lien suivant, investisseur avec un s40.com/il, comme investissement locatif. Et la deuxième, c'est que si tu veux être sûr de ne rien rater de la programmation du podcast et des ressources que je glane ici ou là au fil des conversations, je te conseille de t'abonner à la newsletter du samedi matin. J'y mets beaucoup de cœur et elle est de plus en plus appréciée, si j'en crois en tout cas les nombreux retours que je reçois. Pour cela, il y a une adresse qui est la suivante, investisseur avec un s40.com/nl comme newsletter. Les liens de tout ça sont dans les notes de l'épisode. Allez, sur ce, on part scaler dans l'investissement immobilier locatif avec Manuel. C'est parti. Salut Manuel, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut Paco. Merci beaucoup d'être là et de parler, on va parler immobilier, c'est un peu la surprise, tiens, avec toi ensemble. J'aimerais bien que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas et moi ça m'intéresse aussi parce que je connais assez peu de choses en fait sur qui tu es, ton parcours final. Alors, bon, que dire ? Déjà sur la partie IMO, moi je suis un amoureux d'immobilier, je suis investisseur et j'ai investi dans plus de 150 appartements. Alors, je ne sais même pas le nombre précis, parfois on me dit, mais c'est bizarre. Mais en fait, on achète tout le temps, dès que la banque nous prête, on achète. Et là, nos dernières actus en termes d'achat perso, on a acheté 2 appartements à Paris. L'histoire, c'est que j'en ai acheté un et en descendant d'un suivi de travaux, le gardien d'immeuble me dit, on a un 2e à vendre et je l'ai acheté aussi. Je te raconterai ça. Et on a acheté une maison en région parisienne. On est hyper excités de ce projet. Il y a accès direct à la Seine, piscine creusée. La maison est dans un état lamentable. On va construire un étage supplémentaire, tout rénover, et ça va nous faire une maison de week-end qui tournera aussi sur Airbnb. Donc beaucoup d'immobilier. On est passionné toujours aujourd'hui. Et à titre professionnel, moi je suis entrepreneur. Donc j'ai créé il y a un peu plus de 10 ans un groupe qui s'appelle Investissement Locatif. La marque principale c'est investissementlocatif.com. Et on aide des gens à investir. On a été pionniers dans ce concept d'investissement clé en main dans l'ancien. Et donc on a des gens qui vont aider les investisseurs à trouver des bonnes affaires, à les rénover, à les meubler, à les louer, à les gérer. On a un groupe intégré. Et on possède 100% du groupe. C'est un peu ce qui nous distingue des concurrents avec Michael, mon associé Michael Zonta. On a créé ce groupe à 2, on est toujours 2 au capital et on a une vision long terme, très long terme. Donc voilà, l'an dernier, c'est à peu près 600 projets qui ont été accompagnés. Donc ça va du studio à l'immeuble entier. Et on a fait investir plus de 400 millions d'euros dans l'immobilier locatif à nos clients investisseurs. Voilà un peu le parcours.
Sur le secteur, du coup, investissement locatif, en termes de taille, juste pour donner une ordre d'idée, vous êtes 1, 2, 3, 4 On est 1 en termes de taille. Okay. On a été brièvement doublé par Mastéos quand ils ont fait leur très grosse levée de fonds. Ils ont fait un peu plus de projets que nous, mais moins en valeur parce qu'ils avaient beaucoup de petits projets. Et aujourd'hui, ils sont, c'est l'actualité, hein, c'est public, ils sont en redressement judiciaire. Donc l'entreprise s'est arrêtée de fonctionner parce qu'elle n'avait plus d'argent. Donc à voir pour la suite. Mais on est premier en termes de volume. On est les seuls également à être rentables sur le marché, c'est important de le dire. On est fiers de ça parce que pour nous, une entreprise, on en reparlera peut-être, mais elle doit être rentable pour continuer à exister. Et l'actualité, malheureusement, nous le prouve. On a repris Ever Invest, qui était un concurrent. Je ne sais pas si tu savais, mais ils se sont rapprochés de nous il y a 1 an. Ils ont rejoint notre groupe. À leur demande, hein, ils n'étaient pas en faillite, mais ils se sont dit c'est compliqué, on veut s'adosser au numéro 1. Ils sont venus nous voir. Voilà, donc c'était une belle. On était contents, Maxime et Brice, les 2 fondateurs d'Ever Invest. Et on a repris MyExpat, un petit concurrent sur les expatriés, il y a 2 mois, et là en liquidation cette fois-ci. Ouais, voilà. Beaucoup de choses qui sont en train de... un petit nettoyage sur le secteur en ce moment. On va en parler effectivement, ça m'intéresse. Mais peut-être juste revenir sur ton background. Quand tu disais, en gros, 150 biens, mon actif depuis 10 ans. Tu dis souvent on, mais effectivement, donc tout a démarré avec Mickaël Zonta. Vous avez commencé dès le début à 2 à investir. Et c'était en quelle année Ouais. Alors, juste pour resituer, on s'est lancé, nous, dans l'entrepreneuriat juste après nos études. Donc, Mickaël avait fait l'EDEC Business School. Il était apprenti dans une banque chez CACIB, CACIB. Donc il a fait 2 ans d'apprentissage là-bas. Et moi, j'ai étudié, je suis diplômé en droit des affaires. Et après, j'ai fait un double diplôme en finance à la Sorbonne. Et j'étais aussi dans une autre banque, d'ailleurs, une autre filiale du groupe Crédit Agricole, chez Amundi. J'étais à la direction financière en apprentissage la dernière année. Et là, on s'est lancé. Donc on s'est lancé, et c'est important de le dire, sans argent, sans aide de nos parents. On n'a pas eu la chance, et c'est pas un mal, hein, au contraire, d'avoir de l'aide. Malheureusement, on n'en a pas eu. Et donc, on a galéré au début, hein, comme tous les entrepreneurs. Et donc, on n'a pas pu acheter tout de suite. C'est-à-dire que les 3 premières années, tu sais, quand tu crées ta boîte, les banques te disent, vous êtes mignons, mais ramenez-moi 3 bilans, je veux voir que ça tourne, et ensuite, je vous prête de l'argent. Donc, au début, on a commencé à gérer des biens, accompagner des investisseurs, et au bout de 2 ans et demi, on a pu faire notre première opération, c'était fin 2014. Le tout premier bien que j'ai acheté était en décembre 2014. C'est un bien que j'ai toujours, d'ailleurs, je l'ai montré il n'y a pas longtemps sur Insta. C'est une division dans le 11e qui est toujours hyper rentable. On pourra en reparler. Donc, tu as commencé, t'as commencé à travailler en fait, des biens locatifs pour le client avant de commencer à construire du patrimoine pour toi. Quoi. Et c'était frustrant. J'imagine, ouais. Non, on était contents parce qu'on adore ce boulot. Donc, on était très contents et on l'est toujours de faire de très bonnes opérations à nos clients. Mais oui, effectivement, quand on a commencé, la genèse de la boîte, c'est qu'on a commencé à gérer des biens à Paris. On gérait notamment le bien c'est aujourd'hui une mauvaise presse, mais on gérait un bien où le locataire s'appelait Pierre Palmade. Aujourd'hui, c'est un peu dans le contexte un peu différent, mais à l'époque, nous, c'était marrant, on avait une personnalité en tant que locataire. Et on gérait des biens, et un de nos clients en gestion nous a dit « Je veux développer mon parc immobilier, mais je veux pas le faire dans le Pinel. Donc, aidez-moi à me lancer et à accélérer la construction du parc. » Ok. Dans quelle année ça, du coup ? Fin 2012. Et c'est assez drôle parce que cette personne, c'était un prof de finance de Mickaël à l'EDEC, un très bon prof d'ailleurs de finance, émérite, etc. Et on l'a aidé comme ça, et ensuite il a acheté 30 appartements avec nous, juste lui, 30. Donc c'est énorme. Donc il a accéléré sur son parc. Et de là, on a commencé par réseau à développer un investissement locatif. On a été pionnier sur le truc, ça n'existait pas, il n'y a pas de formule qui fonctionnait comme ça. Et ensuite, on a lancé le site en 2013, je crois, investissementlocatif.com. C'est vraiment, vous étiez les seuls à ce moment-là à faire vraiment de ça de manière, avec une vision industrielle, vraiment comme mode opératoire. Complètement. Il y avait Élise Franck, pour lui rendre quand même l'appareil, qui avait écrit un livre, Rentier en 4 ans, je crois, et qui faisait des petits accompagnements, mais effectivement, c'était pas huilé, c'était pas industriel, elle faisait ça un peu toute seule, et nous, on s'est dit, on va en faire une vraie boîte. Et là, on a commencé à tout processer et à accompagner de plus en plus de clients. Écoute, je voulais t'emmener, je pense qu'on en reparlera sur les business de l'IMO et tout ça, ça pourrait être un thème intéressant. En fait, beaucoup de gens aujourd'hui, et je voulais t'emmener un peu sur ce thème-là, de s'adapter en fait à l'environnement actuel pour investir dans l'immobilier. Alors, tu vois, aujourd'hui, les taux ont augmenté, les conditions de prêt sont plus difficiles. Pour le combat dans l'immobilier, tout est assez. En fait, il y a assez peu de mesures et de retenues dans les médias. Donc, dès qu'il y a un petit news, c'est tout de suite la catastrophe. Et dès que tout va bien, c'est tout de suite l'explosion.
Mais je voulais juste voir avec toi comment tu vois de manière générale comment un investisseur locatif peut s'adapter à des situations, par exemple, de taux élevés, des conditions de prêt difficiles, la négociation. Comment tu vois le marché et les façons de continuer à construire aujourd'hui? Ouais. Alors moi, je pense que le marché, paradoxalement, il présente beaucoup d'atouts pour les investisseurs qui veulent se lancer. Juste pour poser un peu des chiffres, j'étais à un dîner avec que des CEO immobiliers, dont le CEO d'IAD, et ça permet d'avoir un bon feedback marché. Là, on va sur un atterrissage à fin 2023 d'environ 875 000 transactions dans l'ancien en France, ce qui fait une baisse de 20, je crois il faudrait que je te dise le chiffre précis, mais 20 à 25% de baisse par rapport à l'année d'avant. Et 2024 va pas être meilleur, même peut-être pire selon la FNAIM. Il parle de... Les chiffres sont pas validés, personne ne sait ce qui va se passer en 2024, mais il parle de 650 à 700 000 transactions estimées en 2024. Donc, c'est une chute historique. Et je rappelle qu'on était monté à plus d'1 100 000 transactions en 2021, 2022, je crois. Je crois que c'est ça. Mais pour dire que voilà, c'est une baisse importante sur les volumes. Qu'est-ce qui se passe? Au sein de ce volume de transactions, le locatif est particulièrement touché. Pour une raison très simple, c'est que quand vous êtes une banque, vous préférez prêter à quelqu'un pour sa résidence principale, pour plein de raisons, hein, je pense que tu l'as déjà évoqué dans le podcast, parce que la banque va capter les revenus de la personne, elle va fidéliser la personne, etc. etc. Donc, ce qui fait que le locatif, au sein de cette baisse, a encore plus souffert. Ça, c'est le premier point. Donc, les volumes se sont effondrés, on l'a dit, de transactions au sens large. Le sujet, en fait, c'est que comme les volumes ont baissé, les vendeurs ont du mal à vendre. Comme les vendeurs ont du mal à vendre, il est possible de négocier quand on est acheteur et qu'on est finançable. Et donc, l'opportunité, elle est là. Moi, les biens que j'ai achetés récemment ou les biens que nos clients achètent en ce moment, ils peuvent les négocier peut-être plus fortement et avoir des meilleurs points d'entrée sur le marché en termes de prix. On sait qu'on dit souvent en immobilier, on fait la bonne affaire à l'achat. Ce qui veut dire que si on achète bien aujourd'hui, parce que c'est la crise et que les volumes sont faibles et qu'on négocie fort, et ben en fait, on va faire une très bonne affaire pour demain. Alors toi, tu vas me dire, mais ok, mais pas toi, parce que toi, tu connais, mais des gens vont me dire, ouais, mais Manuel, les taux sont élevés. Moi, le dernier bien que j'ai financé sur le pic, j'ai eu le prêt en décembre, je suis à 4,30 de taux d'intérêt, plus l'assurance où je me suis fait éclater. Désolé de parler comme ça, mais c'est la vérité. Mais j'ai validé parce que la banquière me suivait, que j'étais déjà content qu'on me suive. Je finis à 4,89 TAEG sur 20 ans. Okay, en taux fixe. TAEG, c'est une fois qu'on réintègre aux intérêts d'emprunt, on va réintégrer les frais de dossier et l'assurance emprunteur, globalement. Et les frais de garantie. Voilà. Donc on finit à 4,90. Ce qui veut dire que là, sur ce prêt-là, j'ai emprunté 610 000 euros sur 20 ans et je rembourse 900 000. Donc j'ai 300 000 balles d'intérêt. À titre d'exemple, si je m'étais basé sur les taux à 1% d'il y a 3 ans, parce que j'empruntais à 1%, ça m'aurait coûté 150 000 euros de moins d'intérêt. Donc la moitié moins, voire moins d'intérêt. Voilà. Donc ça donne un peu le scope. Donc dans ma tête, il y a deux façons de penser. La première, de quelqu'un de lambda qui n'est pas investisseur dans son mindset, dans son état d'esprit, il va se dire, ok, donc là, pour 600 000 euros empruntés, Manuel, tu te fais arnaquer de 150 000 euros par les banques. Donc tu fais de mauvaises affaires parce que tu achètes 150 000 euros plus cher. Ça, c'est selon moi la mauvaise façon de penser. Mais je pourrais penser comme ça. La deuxième, c'est de me dire, j'ai négocié le prix déjà du bien, j'aurais pas pu l'acheter à ce prix. Hein. J'achète, je pense, 150 à 200 000 euros moins cher. On pourra reparler du projet, mais bon, voilà, peu importe. J'achète pas cher et je sais que ce taux que j'ai à 4,90, je vais le renégocier en fait. Parce qu'en France, on a la chance sur des prêts pour particuliers, là je l'ai acheté à titre perso exprès d'ailleurs, en France, on sait que sur des prêts particuliers, on peut renégocier avec une pénalité pour la clause de remboursement anticipé qui est encadrée par la loi à 2 trimestres d'intérêt. Donc pas 2 trimestres de mensualité, mais d'intérêt. C'est-à-dire rien. Là, en l'occurrence, j'ai une mensualité à 4 000 euros par mois, ce qui est beaucoup. Sur 6 mois, ça fait 4 x 6, 24 000. Donc ça, c'est ce que je rembourse à la banque sur 6 mois. Mais dans ces 24 000, il y a du capital. Les intérêts, je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie. Je ne vais pas donner des chiffres erronés, mais je pense que je rembourse sur 24 000, peut-être 5 000 euros d'intérêt, quoi. Voilà, donc mon remboursement anticipé, si je veux demain faire racheter mon crédit, ma pénalité, ça va être de donner à la banque 5 000 euros pour pouvoir me sortir de ce crédit et renégocier un autre crédit autour de 2 points quand les taux auront baissé, bien sûr. Donc, moi, mon état d'esprit, c'est de me dire, j'ai acheté pas cher et demain, je renégocie mon crédit, donc j'aurai acheté pas cher et j'aurai un crédit pas cher. Mais il faut être capable d'avoir une vision, de supporter que pendant 1, 2, 3 ans, le temps que les taux rebaissent, et ça a commencé à baisser, bah, je puisse accepter de payer un taux à 4,5%, 5%. Voilà. Et le dernier point peut-être qu'on peut mentionner, c'est que je suis au LMNP sur ce bien.
Je suis encore LMNP, hein, malgré le fait que j'en ai beaucoup, parce que j'ai beaucoup de choses en SCI aussi. Et sur ce bien-là, je suis LMNP, ce qui fait que les intérêts d'emprunt vont venir en déduction des revenus locatifs imposables. Donc quand la banque va me facturer 4 points, ça ne me coûte pas 4 points. Tu vois, d'intérêt. Ça me coûte moins. Enfin, il y a beaucoup de notions. Oui, parce que si tu intègres l'effet de fiscalité, quoi. Exactement. Il y a à la fois les taux peuvent augmenter assez rapidement, à la fois le prix du foncier prend un peu de temps à diminuer. Ouais. Donc ton raisonnement, je crois, si j'entends bien, c'est acheter maintenant, enfin négocier fortement maintenant pour acheter de l'immobilier moins cher, quitte à serrer la ceinture quelques années avec un taux d'intérêt élevé, pour après renégocier derrière. Mais est-ce que le foncier a bien intégré la hausse des taux? Ou est-ce qu'il faudra un petit peu continuer à attendre pour dire, tu vois, parce que c'est là qu'on peut se faire piéger un petit peu, d'être pas assez discipliné à l'achat et se retrouver avec du coup pas un truc rentable, quoi. T'as raison. Alors est-ce que le foncier a intégré la baisse des taux? Oui et non. C'est-à-dire que nous, ce qu'on constate sur le marché, c'est que les prix n'ont pas chuté. Ils ont baissé légèrement. On parle d'une baisse de 5, selon les quartiers de Paris, 5 à 10%. OK. En revanche, sur les gens qui sont pressés de vendre, et moi, c'est le cas de quasiment tout ce qu'on achète, hein, pour nos clients aussi, une succession. Là, moi, je prends cet exemple-là, c'est juste pour donner un exemple. Hein, c'est pas pour parler de mes projets à moi. On pourrait parler de centaines de projets clients. Ce projet-là, par exemple, c'était une succession. OK. Et la personne qui a hérité du bien, il a 78 ans. Donc, c'est très simple. Il se dit... Soit je le vends vite à quelqu'un qui va aller au bout, sans condition de prêt. J'ai acheté sans condition, même si je fais un prêt. Soit je vends cher et je ne profiterai pas de mon argent parce qu'à 78 ans, il y a des délais de vente, etc. Voilà. Donc, souvent, c'est des cas comme ça où les gens vont accepter de baisser plus fortement le prix parce qu'il y a une réalité, il faut vendre aujourd'hui et vite. Les gens qui ne sont pas pressés, ils ne baissent pas leur prix comme ça. Voilà. Ce bien-là, pour te dire, c'est une copro où il y a un bon historique de vente. C'est une copro des années 70. Et ce bien-là, exactement ce même bien, parce qu'il y a plein d'appartements qui se ressemblent, il se vendait 700 000 euros avec travaux. Et là, j'ai acheté 510 000 euros. Je t'ai parlé de 600 000 euros de financement parce que je rajoute, bien sûr, je refais tout, donc je rajoute 100 000 euros de travaux, etc. etc. Voilà. Donc voilà, le sujet, il est toujours de se dire, on est sur un marché où les prix ne sont pas effondrés. Je vais te dire après ce que je pense pour la suite, mais aujourd'hui, il y a quelques vendeurs qui sont pressés de vendre parce qu'il y a des successions, parce qu'ils doivent payer des impôts sur leurs successions, parce qu'ils divorcent, qu'ils doivent déménager et tout. Malheureusement pour eux, ils sont pressés. Et dans ce contexte où c'est très compliqué de vendre, si tu arrives avec les bonnes garanties de financement et que tu fais une bonne négociation, bah, tu peux acheter des très bonnes affaires. Voilà. Et ça, c'est valable aujourd'hui ou hier. Enfin, c'est pas le fait que les taux sont élevés ou que c'est pas lié à l'environnement de marché aujourd'hui qui fait qu'on peut négocier, selon toi, forcément plus. Si. C'est une vérité toujours. Non, ouais, Si, je le pense vraiment. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a moins d'acheteurs. Tu vois ? Du fait de la hausse des taux et des complications avec les banques, beaucoup de Français attendent. Okay. On le voit, il y a moins de volume de vente. Comme il y a moins de volume de vente, les biens des vendeurs sont moins liquides, notamment à Paris. Là, c'est un bien à Paris. À Paris, c'est beaucoup moins liquide qu'avant. Ce qui fait que si tu as un appartement que tu dois le vendre tout de suite, tu es obligé d'être plus réaliste sur le prix. Tu vois ? Donc, si, justement, avant, c'était pas le cas. Avant, il n'y aurait pas eu besoin de baisser et il aurait pu le vendre à 700 000 euros. Quoi. Il y a d'autres leviers de négo en ce moment, par exemple. Est-ce que passoire thermique, DPE, c'est vraiment un truc qui fait peur ou est-ce que c'est pas dans les faits réellement un levier ? Alors, c'est un truc qui fait peur. Il faut savoir, là, pareil, je vais vous donner des actus très récents, des bruits de couloir, mais en direct ministre, donc c'est des bons bruits de couloir. Ils vont aménager des choses sur les petites surfaces et ils vont le faire assez rapidement parce que les échéances qui arrivent sont des échéances compliquées et il y a un vrai sujet, hein. Peut-être on pourra parler après des DPE, mais il y a un vrai sujet de manque d'offres de location. Et il y a une réalité, c'est que sur les petites surfaces, on ne peut pas toujours améliorer comme on le voudrait. Ils nous demandent de mettre une pompe à chaleur dans un immeuble haussmannien, des choses comme ça. Et bien ça, ils vont l'aménager. Dans le calcul, la prise en compte du DPE, sur les petites surfaces de moins de 30 mètres carrés, il devrait y avoir des aménagements et assez rapidement. Ça va être annoncé dans les prochaines semaines, prochains mois, de manière à ce que les échéances futures puissent coller avec la réalité du besoin des logements des Français. Voilà. Donc ils font un pas en avant, un pas en arrière. Il y avait eu, soi-disant, il devait y avoir des aménagements. Finalement, non, sur le calendrier. A priori, ils conserveraient le calendrier aussi parce que le message envoyé aux Français sur l'écologie est un message important. Donc, ils n'ont pas envie de donner l'impression qu'ils reculent sur un sujet écologique, évidemment pas. En revanche, ce qu'ils peuvent faire, c'est aménager en se disant, les petites surfaces, peut-être qu'on peut calculer différemment le DPE, de manière à ce qu'on ne dise pas que bêtement, parce qu'il y a besoin de petites surfaces, que toutes les petites surfaces sont des passoires thermiques. Voilà. Ce qui était un peu ça, parce que finalement les petites surfaces étaient défavorisées par rapport aux grandes surfaces sur des critères qui n'étaient pas équilibrés, quoi, finalement. Mais du coup, à l'achat, c'est moins d'arguments pour nous qui souhaitons acheter moins cher, quoi. Il faut en profiter avant que ça passe. Non, disons que
le sujet des DPE, bah, tu l'as dit, c'est qu'un propriétaire qui a un mauvais DPE sur son bien, oui, ça va être un argument de négociation. Après, c'est toujours une question de marché. Si on est dans un marché parisien où quasiment tout a une mauvaise lettre, du coup, tu vois, il n'y a pas forcément de pénalité spécifique pour le propriétaire. Ça sera un argument qu'on va utiliser en disant, on doit faire une mise aux normes DPE. Comme vous le savez, on ne peut pas louer à partir de telle date, selon la lettre. À partir de là, je vais avoir des travaux engagés et on va négocier sur la base des travaux. Voilà. Ouais, ce qui s'entend quand même bien de la part des vendeurs, quoi, à ce moment-là. On parle souvent de décotes de 10 à 15% par rapport à un bien qui aurait une bonne lettre. Donc, je pense que c'est assez juste. Donc, les opportunités aujourd'hui, c'est vraiment acheter bas, renégocier les prêts derrière. Dans la renégociation des prêts, est-ce que ça, c'est un truc qui est automatique aussi? Est-ce que ça, on peut... dans quelle mesure on peut renégocier des prêts derrière en fait? Est-ce qu'il faut, dès qu'on contracte, en fait, l'avoir tout de suite en tête et bien ficelé, et après c'est trop tard, ou est-ce qu'il y a toujours moyen de faire les choses, changer les choses? Alors, il n'y a pas des choses spécifiques à faire. Il y a 2 choses à garder en tête, c'est que si on achète en SCI LIS, c'est plus compliqué. Alors en SCI LIS, donc on aura des clauses de pénalité, souvent qui vont être de 3% du montant du prêt. Donc ça, il faut le garder en tête. Quand on achète en perso, on peut faire acheter, comme je l'ai dit, c'est automatique, c'est dans toutes les, c'est contractuel. Le sujet, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'aller dans une autre banque. On peut négocier avec sa propre banque aussi. Quand on négocie avec sa propre banque, en général, on a un taux un peu plus défavorable parce que la banque sait que si tu pars, tu dois remplir des papiers, t'embêter, donc elle va te mettre 0,1, 0,2 de plus. Là où une nouvelle banque aura accepté, je te dis n'importe quoi, 1,5%, la banque chez toi, elle va dire ok, je baisse à 1,7, 1,8. En général, c'est plus intéressant de rester dans sa propre banque que de changer. Voilà. Il y a un autre point que je voulais évoquer sur les banques, parce que tu me lances sur le sujet, c'est qu'en période difficile, comme ça a été le cas pour les investisseurs, parce que difficile d'emprunter, difficile d'acheter aussi, parce qu'avec les taux qui montent, compliqué. Hein. Moi, nous, on a souffert. Hein. On sait que les investisseurs, même ceux qui veulent faire des projets, ont du mal à le faire. Les banques ne le suivent pas forcément. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est restructurer sa dette. Et là, c'est le conseil, la minute conseil, c'est utiliser la clause de modularité qui est prévue à tous les contrats de prêt des particuliers. Et cette clause de modularité, par simple message dans la messagerie sécurisée de votre banquier ou par mail, vous demandez à réétaler votre prêt de plus 10% de la durée restante. Et ces plus 10%, ça ne touche pas votre taux. Si vous avez emprunté à 1% et que vous avez des prêts en cours et que vous écoutez cet épisode, écrivez dans la messagerie sécurisée à votre banquier. Je vous invite à le faire et vous me direz en retour, en commentaire sur le podcast, si ça a marché. Vous lui écrivez, vous lui dites « Je voudrais exercer ma clause de modularité, comment ça se passe et de quelle durée au maximum je peux rallonger mon prêt ?» Normalement, c'est 10% de la durée restante. Ok ? Et donc, c'est très simple. Et qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ? De baisser votre mensualité de prêt de 10%. Donc, si aujourd'hui, vous avez un prêt à 1 000 €, demain, votre mensualité, chaque mois, vous ne payerez plus 1 000 €, vous payerez 900 €. Et entre ça et un remboursement anticipé pour reprendre un prêt derrière ? Alors, c'est deux choses différentes. Là, le but de la modularité, ça va être de sécuriser les taux que vous avez eus sur les dernières années quand vous avez emprunté à 1%, tous vos prêts en cours, et de baisser votre taux d'endettement. Ce qui peut être intéressant pour libérer de la capacité d'investissement. Ouais. Donc, vous allez pouvoir refaire d'autres prêts. Moi, je veux dire, par exemple, on a plein de prêts en cours, évidemment, et nos clients ont plein de prêts en cours. Par définition, tout le monde se finance quasiment à crédit. Et bien, ces prêts en cours, ça représente un encours, dans notre cas, hyper élevé, mais même si vous avez 1, 2, 3 prêts, eh bien, le fait de restructurer sa dette en utilisant la clause de modularité, ça peut vous libérer plusieurs centaines d'euros par mois, tu vois, tout en sécurisant le taux de l'époque. Donc, c'est comme si vous faisiez des nouveaux prêts de 2 ans avec des taux à 1%, alors que les taux de marché sont à 4%. Donc, c'est très intéressant de le faire. Et après, ça n'empêche pas que si vous empruntez aujourd'hui, demain, vous pourrez restructurer en faisant racheter votre crédit ou en négociant avec la clause de remboursement anticipé. Et le dernier point, c'est évidemment, vous le savez, c'est renégocier le taux de l'assurance emprunteur s'il est élevé. Là, par exemple, mon dernier prêt, on m'a éclaté sur l'assurance emprunteur. Je crois que je suis à 0,40, ce qui est hyper élevé puisque je suis jeune, relativement jeune, de moins en moins, mais quand même encore, en bonne santé, non fumeur. Ouais. Bon, et on m'a mis un taux à 0,40. Je sais que je peux avoir, si je courte l'assurance, un taux à 0,10, je pense. 0,9, 0,10, tu vois. Ouais. Donc, le gap, il est énorme. C'est-à-dire que quand on me facture sur toute la durée, c'est mois par mois, je sais même pas combien ça fait, je crois que c'est 30 000 €, je sais que je pourrais payer 7 500. Donc, je me fais... C'est pas le mot voler, j'aime pas dire ça parce que j'adore mes partenaires banquiers, mais je surpaye de 20 000 € sur la durée. Voilà, en tout cas.
Ouais, il y a vraiment des trucs à faire. Alors qu'on ait un taux bas ou qu'on ait un taux haut en fait sur les crédits pour optimiser vraiment son coût. Non, c'est intéressant. Sur la partie exploitation, est-ce qu'il y a des opportunités aussi là, je pense notamment peut-être en ce moment avec les Jeux Olympiques, tout ce qui est LCD. À côté de ça, le régulateur semble pas être trop de la vie cette année en tout cas. Il met un peu des bâtons dans les roues. Qu'est-ce que tu en penses de cette niche-là et comment la jouer en fait? C'est compliqué la LCD parce que la LCD à Paris est très encadrée. Donc si vous avez un bien en région parisienne, là ça peut être possible selon les villes. Nous par exemple on a un bien à Pantin, il suffit de demander l'autorisation et c'est validé. Il n'y a pas besoin d'avoir du commercial. On a des biens à Argenteuil aussi en LCD, donc ça c'est possible. Paris intramuros, il faut avoir un local commercial et avoir les accréditations et le changement de destination, d'usage ou de destination. Je ne vais pas dire de bêtises, mais moi je l'ai fait sur mon ancienne résidence principale, parce que j'ai eu la possibilité. Je ne sais pas si tu avais vu, j'avais partagé, j'ai un loft avec piscine à Paris. Ouais, sympa, très content. Donc ça va partir en Airbnb. Je vais déménager là, dans le nouveau bien que j'ai acheté. Et donc voilà. Donc si on a la possibilité d'avoir un bien accrédité Airbnb, on peut le faire. On peut aussi le faire si c'est sa résidence principale, qu'on soit locataire ou propriétaire. Donc locataire, il faut l'accord de votre propriétaire en théorie. On peut le faire, c'est-à-dire louer dans la limite de 120 jours par an. Vous pouvez couvrir les JO, ça c'est très bien. Si vous êtes propriétaire de biens, comme c'est mon cas, qui ne sont pas votre résidence principale, vous n'avez pas le droit de le faire même si le bien est vide. Et là, vous vous exposez à des amendes assez élevées, en sachant que la mairie de Paris remonte sur 2 à 3 ans, je crois que c'est 3 ans même, pour pénaliser. Donc si aujourd'hui vous le faites pour les JO et qu'elle vous épingle dans 2 ans, parce qu'elle se dit je vais faire rentrer de l'argent dans les caisses, ce qui serait au hasard, mais c'est pas impossible, on connaît la mairie de Paris. Et donc, elle peut vous épingler dans 2-3 ans en disant qu'est-ce qu'a fait cette personne pendant les JO. Elles ont l'historique, de toute façon, tout est transmis par Airbnb. Vous n'aviez pas la licence, vous pouvez aller jusqu'à une amende de 50 000 €. Je vous invite quand même à être prudent par rapport à ça. Donc, mieux vaut quand même vivre dans des lieux où on peut faire du Airbnb au moins pendant cette année, quoi. Parce que ça soit notre résidence principale, etc. Il y a une opportunité. Ouais. Après, ce qu'on peut aussi faire, c'est de la moyenne durée, avec des beaux mobilités. Ça, c'est quelque chose qui marche de mieux en mieux, d'ailleurs. On a des gens qui peuvent avoir envie de venir ici pour un semestre d'études, 6 mois, qui peuvent vouloir venir parce qu'ils sont en mutation professionnelle. Et là, on n'est pas sur de la courte durée. On va faire ce qu'on appelle un bail mobilité dans la façon de contractualiser. Et on va louer entre quelques semaines à quelques mois. Il y a une limite et c'est des baux qui sont non renouvelables. Et à partir de ce moment-là, on peut faire du bail mobilité avec des loyers, on le sait, optimisés. Donc plus élevés que sur de la longue durée. Dans un court instant, on verra ce qu'il faut regarder avant d'investir sur un nouveau territoire, comment accélérer et dépasser son plafond de verre dans l'immobilier. Et qu'est-ce qui se passe dans le secteur des PropTech en ce moment? À tout de suite. Ça, tu le ferais peut-être un peu plus, tu pourrais conseiller aux gens de peut-être regarder leur parc en disant, qu'est-ce qui se prête à la CD, qu'est-ce qui se prête aussi à la moyenne durée, ce qui est peut-être un peu moins vu, moins couru, quoi. Ouais, clairement. On peut mixer les modes d'exploitation et répondre à ce besoin-là. Ce qu'on voit, nous, c'est que c'est pas toujours intéressant la LCD, paradoxalement. Là, ce matin, j'étais en train d'en parler avec Michael parce qu'on a eu des biens à Argenteuil, justement, qui étaient en LCD. Une fois qu'on a payé l'électricité, la box internet qu'on ne paierait pas en longue durée, en fait, arrivé au bout, on se dit, qu'est-ce qu'on gagne en plus, quoi? Tu vois? Très peu. Une fois que tu as payé ta conciergerie et que tu calcules tout, alors tu donnes beaucoup à Airbnb ou à Booking, beaucoup à la conciergerie. Si tu es en perso, en plus, tu as une fiscalité qui peut être alourdie, mais là, nous, on est en société. Et quand tu mets tout bout à bout, il faut que ça soit plus intéressant parce que l'appartement s'use plus vite aussi. Donc, tu as plus de réparations. Donc, il y a un vrai calcul à faire. C'est pas toujours intéressant. On a un bien dans le 11e, par contre, qu'on avait acheté. En plus, on n'a même pas acheté ce bien. On avait acheté un local commercial pour l'activité. On a plusieurs locaux à Paris qu'on possède. Et ce local-là avait été divisé en 2 par l'ancien propriétaire. Il y avait un petit local à l'arrière sur cour. Un truc vraiment inintéressant. De 14 mètres carrés, mais inintéressant sur cour, machin, etc. Et le local principal, ce pourquoi on a acheté le local pour mettre l'activité. Okay, on est dans le 11e, rue Trousseau. Ce bien-là, il était loué 500 € quand on l'a acheté en longue durée. C'était un local commercial. On l'a passé en courte durée. C'est une cash machine. Et on a halluciné avec Michael. Là, on a pris une leçon. Je sais même plus combien ça rapporte, mais 14 mètres carrés, je crois que ça rapporte un truc. Certains mois, ça monte à 2005. Ça n'a aucun sens. Ouais, mais ça, c'est spécificité Paris, intramuros. Exactement. En fait, c'est que cet emplacement-là, les gens le veulent. Donc, et la surface est pile optimisée pour qu'elle soit rentable. Enfin, on n'a pas cherché à le faire, mais c'était comme ça. Voilà. Donc, tu vois, des fois, on a des surprises. Et à l'inverse, on peut avoir des biens qui sont géniaux à Argenteuil, qui restent quand même la région parisienne, et qui rapportent que dalle.
et qu'on va repasser en longue durée. Ouais, c'est ça, il faut vraiment adapter la stratégie en fonction du bien, quoi. C'est ça. Est-ce que tu penses que c'est viable, cette stratégie à Paris ou aux régions parisiennes, mais plutôt à Paris même, justement d'acheter peut-être des choses un peu plus grosses avec des lots un petit peu dispartes, comme par exemple un truc de 14 mètres carrés à côté Attenant, ça peut être aussi, je pense à des caves, quoi, qu'il y a des gens qui louent aussi des caves, et puis du coup de profiter, c'est une sorte de division un peu informelle en tout cas. Pour du Airbnb, tu veux dire? Ouais, ou pour même de l'exploitation, tu vois, par exemple pour les caves, ça peut être du stockage. Mais est-ce que c'est encore... Parce que le prix du mètre carré est tellement prohibitif quand même à Paris que même cette stratégie-là, je crois qu'elle a déjà été usée et usée. Clairement. Est-ce qu'il y a encore des coûts là-dedans? La difficulté, c'est qu'il faudrait arriver à acheter un local commercial et avoir l'autorisation d'exploiter. Parce que sinon, on est hors la loi. Donc nous, on ne conseillera jamais, parce que vous allez vous faire rattraper. Si on arrive à acheter un local commercial qui a la licence Airbnb, ça coûte très cher. On voit les prix de revente. En fait, les vendeurs se calent sur une rentabilité à 6-7 points en LCD. C'est pas intéressant. Une fois que tu retraites tout, tu peux quand même avoir de la vacance. Tous les mois ne se valent pas en LCD. Il y a des mois qui sont morts aussi, même à Paris, où la demande est beaucoup plus faible. Ouais. Tu vois, quand tu mets tout bout à bout, il faut que tu sois gagnant. Et encore une fois, je le redis, c'est plus de soucis que de la location longue durée. Donc, à voir. Et quand tu parlais de l'inconvénient du coup en termes de fiscalité pour notamment Argenteuil là, parce que du coup il y a plus de revenus, donc plus de revenus imposables, c'est ça l'idée? Ouais, et puis c'est encore différent. La fiscalité évolue, on le voit. Le législateur a envie de pénaliser les locations courte durée, pour essayer de rabattre des biens sur la longue durée. Donc là ils viennent de raboter une niche. Et ils veulent raboter les niches liées à la courte durée, tu vois, les niches du micro-BIC. Donc les abattements qui étaient à 70% d'abattement pour tout ce qui était meublé de tourisme sont rabotés. Donc on voit qu'on va vers quelque chose où il y aura une pénalité fiscale, en fait, pour pousser les gens à ramener leur logement sur des gens qui habitent. L'objectif des mairies, dans toutes les mairies de France, et pas que, c'est pareil en Espagne, c'est pareil au Portugal, c'est de se dire, c'est bien gentil d'avoir des touristes dans les logements, mais ce qu'on veut, nous, c'est des habitants. Sinon, la ville se meurt. Il y a des quartiers entiers en Espagne, à Barcelone, des quartiers touristiques qui avaient une vie de quartier et qui aujourd'hui, malheureusement, ont perdu de leur charme et de leur vie de quartier parce qu'il n'y a plus de vie de quartier. Tout le monde a loué un Airbnb parce que c'était plus intéressant et les gens sont chassés. Les prix des loyers augmentent et il n'y a plus d'habitation. Donc les mairies ont pris conscience du problème et elles se battent dans toutes les villes de France. C'est le cas à Marseille, à Nice. C'est le cas partout en fait. Elles se battent petit à petit pour se dire on veut des habitants, laisser les gens vivre, quoi. Et à Marseille, il y a même des expéditions punitives de collectifs, je sais pas si tu as vu ça, de collectifs d'habitants qui sont rentrés dans les Airbnb, qui les ont tagués en disant laissez-nous accéder au logement, vous nous privez. Et c'est compliqué à gérer pour les municipalités. Ouais. Et à côté de ça, il y a des niches peut-être qui sont peu connues. Enfin là, je recevais un investisseur qui faisait de la LCD en Moselle. Et en fait, là pour le coup, c'est du saisonnier. Parce que c'est vraiment tout ce qui est l'activité transfrontalière. Il disait qu'il y avait 75% de ces locataires, c'est des gens qui travaillent, quoi, qui sont là de passage et qui bossent à côté. Donc vraiment l'activité commerciale. Et pourtant, tu te dis, voilà, c'est pas l'endroit où j'irais mettre du Airbnb et ça fonctionne. Donc il y a aussi des choses comme ça où qui peuvent être pas mal. Et justement, vous êtes présent sur toute la France, donc je voulais un peu profiter de cette vision-là parce que au fil des 10 années, j'imagine qu'il y a des villes qui deviennent super chaudes, des villes qui deviennent complètement caduques. Exactement, c'est tout résumé. On a entendu beaucoup parler à l'époque. Enfin, je me souviens il y a quelques années, on parlait de Marseille. Il y avait Le Havre aussi qui remontait. Toulon maintenant, c'est la ville un peu où tout le monde parle. Enfin, du moins dans le cercle de gens que je rencontre. On a fait beaucoup de pubs pour Toulon récemment. Ouais, voilà, vous étiez aussi coupable là-dedans. Plus que de dire aux gens en fait où investir, parce que on n'est pas sur du contenu chaud ici, et puis l'idée c'est vraiment d'apprendre aux gens à comprendre, à analyser une opportunité, que ce soit aujourd'hui, demain, l'année prochaine ou dans 10 ans. Comment est-ce que vous voyez ou vous analysez un nouveau territoire pour aller chasser de la renta, aller chercher de villes, quoi. Ouais, alors nous on a des équipes dans pas mal de villes en France et d'ailleurs tous les mardis midi, Michael fait une analyse d'une ville, je sais pas si tu avais vu en vidéo. Donc on fait des analyses tous les mardis pour les gens qui nous suivent et donc on va vraiment zoomer sur une ville, parler des quartiers, des rendements, de ce qui est possible de faire. C'est public, on fait des vidéos là-dessus. Et donc en fait, pour répondre à ta question, tu as tout à fait raison, c'est qu'une ville qui est à la mode aujourd'hui et qui est rentable aujourd'hui, par définition, c'est ce qu'on appelle une anomalie de marché. C'est qu'on pense qu'il y a une anomalie dans le sens où elle est peut-être sous-cotée à l'achat et l'anomalie a tendance à se corriger avec le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait énormément de projets à Lille, Roubaix à un moment. C'était incroyable, c'était notre plus grosse ville. Et les prix ont monté.
même à Roubaix. Alors Roubaix, on va que dans le bon Roubaix, hein, je précise, on va pas dans les mauvais quartiers. Sinon, ce serait tricher et ça serait surtout dangereux pour les clients. Moi-même, j'ai investi à Roubaix. Ma sœur, j'ai fait investir à Tourcoing. Donc on maîtrise bien ces zones. Dans la bonne rue, quoi. Dans les bonnes rues, ouais, tout à fait. Et le problème, c'est que les prix après montent, les rendements se tassent. Et donc, les investisseurs, notre rôle, c'est de les accompagner vers d'autres villes où il y a plus de rendement. Voilà. Donc, il y a eu, comme tu le dis, à un moment, Lyon, on faisait beaucoup de projets à Lyon. Ça date. Ensuite, les prix ont explosé à Lyon. Pour moi, c'est devenu... c'est une ville que j'adore, hein, mais c'est quand même devenu, à mon sens, surcoté. Ce qui fait qu'à un moment, on avait des rendements à Lyon qui étaient inférieurs aux rendements de Paris. Légèrement, mais je veux dire, ça, pour moi, ça n'avait aucun sens. Ouais. Donc, quand un client me disait, mais Emmanuel, où est-ce que je dois investir? J'aime bien Lyon. Je disais, moi aussi, j'adore Lyon pour y passer un week-end. Je fais la fête des Lumières, j'ai des copains là-bas, c'est top. Mais Lyon, pour avoir moins de rendement qu'à Paris, je vous conseille quand même Paris. C'est 10 fois plus gros. Même si Lyon, c'est une capitale régionale et c'est une super ville, Paris, bon, on n'a pas d'équivalent en termes d'économie, de tourisme, etc. Ensuite, on a eu le cas de Bordeaux aussi, où il y a eu un effet rattrapage très fort. Donc là, si je reviens, c'était il y a encore plus longtemps, avec la rénovation de la ville par son maire, Alain Juppé, à l'époque, qui a fait exploser les prix. C'était la première, en fait, à connaître un run sur les prix. Et après, ça s'est stabilisé. Les prix étaient élevés, on s'en est un peu détourné. On a eu Marseille, comme tu le dis, qui continue d'attirer, qui continue d'être une ville intéressante, mais où, effectivement, c'est beaucoup plus cher qu'avant. On a Nice, que moi, je trouve qu'il y a un très bon... Alors, les prix sont pas... décoté, mais je trouve que c'est un bon mix parce qu'on a à la fois du tourisme, une qualité de vie. Pour moi, c'est la meilleure ville de France où vivre aujourd'hui. Aéroport international, meilleure météo de France. On est sur la Côte d'Azur, donc une super région en termes de tourisme, une région magnifique évidemment. On a également une ville où on a de l'économie, contrairement peut-être à Cannes qui est plus peut-être encore saisonnier. À Nice, on a quand même de l'économie, des grandes écoles. Pour moi, c'est top. Et d'ailleurs, c'est peut-être la ville où je vivrais si je pouvais vivre ailleurs qu'à Paris, tu vois. Et là-bas, on arrive à avoir des rendements qui sont quand même intéressants pour une ville patrimoniale. Tu as cité Toulon, qui est une ville qu'on recommande beaucoup à nos clients, en fait, très beau projet, encore en ce moment même. On aime bien la Bretagne. On peut faire des choses à Brest si on veut du rendement. On fait des choses à Vannes sur le côté plus patrimonial. Il y a plein de villes en France. Tu vois, Saint-Étienne, on fait aussi des projets, mais Saint-Étienne, le rendement, c'est quand même tassé. Et nous, on reste dans l'hypercentre de Saint-Étienne. Parce qu'aller chercher du rendement, et c'est toujours le sujet de l'investisseur, le rendement est associé au risque. Si on va chercher du rendement à Saint-Étienne dans des rues où il n'y a pas de demande locative demain, vous n'arriverez pas à revendre votre bien demain, oui, on va vous vendre du rendement. Mais vous allez revenir nous voir dans 5 ans et nous dire, Manuel, tu m'as vendu un truc, c'est pas intéressant. Et c'est pas notre but parce qu'on sera là dans 5 ans. Tu vois, et là, on en revient à la vision, ce que je disais au début, on est propriétaire de notre boîte, on met nos visages, on est là dans la durée, on ne veut pas disparaître, quoi. Donc, on n'est pas là pour vendre beaucoup de projets aujourd'hui et puis demain, laisser le client se débrouiller, mais on se dit, quelqu'un à qui on vend à Saint-Étienne, il faut qu'il puisse l'exploiter. Donc, il faut qu'il soit central, qu'il y ait de la demande. Et ça veut dire avoir moins de rendement que si tu es dans un quartier pourri de Saint-Étienne où sur le papier, tu auras un gros rendement. Et est-ce qu'il y a des choses pour se positionner justement en amont du truc, pas être au bout de la vague, en fait, c'est là où c'est dangereux. Est-ce qu'il y a des choses pour toi qui sont particulièrement intéressantes? Tu vois, tu parles de Nice et le soleil, je pense que ça c'est indéniable. Et puis, ça va pas changer, tu vois. Mais est-ce qu'il y a des choses qui font que certaines régions peuvent demain aussi devenir intéressantes? Parce que je dis ça aussi parce que c'est si on suit juste simplement les médias et les gens qui veulent nous vendre de l'immobilier, on arrive trop tard. Souvent, oui, c'est ça, c'est trop tard. Ou les arguments peuvent être aussi pour essayer de faire de la communication autoréalisatrice en disant allez là-bas parce que si, parce que ça, mais en fait c'est de la pub pour quelque chose, mais ça va pas entraîner un effet vraiment de demande et au final on va pas réussir à pérenniser le bien. Et donc tu vois, est-ce qu'il y a des trucs, est-ce que les infrastructures, la demande, est-ce que voilà. C'est ce que j'allais dire, on peut regarder les grands projets de la ville. Pourquoi Toulon marche bien? Parce qu'il y a un grand plan de rénovation dans la ville. Saint-Étienne aussi. C'est des villes qui investissent pour embellir les centres-villes. Et en fait, on le voit, c'est ce qui s'est passé à l'époque à Bordeaux. Gros plan d'investissement, ravalement des façades, piétonisation des quartiers, qui a remis de l'attractivité sur la ville. Quand dans une ville, on travaille sur la beauté de la ville, les infrastructures en termes de transport, de piétonisation, de dynamisme du centre-ville, qui a une politique publique où on essaie de redynamiser, ça fait monter les prix. On a eu le cas à Marseille. Il y a eu des grands plans, tu te rappelles les annonces d'Emmanuel Macron sur des milliards. Il y a encore des problèmes, mais il y a beaucoup de quartiers où c'est devenu vraiment génial à Marseille. Comme tu dis, il y a la qualité de vie, il y a le soleil. Donc ça, c'était aussi beaucoup l'effet Covid. Personne ne pouvait le prévoir, cet effet Covid, tu vois. Mais pour répondre à ta question, je dirais infrastructure de transport. On investit dans les transports. Infrastructure et nettoyage des centres-villes et sécurité. On a eu le cas de Béziers, par exemple. Et attention, je ne fais aucune politique, je ne m'y aventurerai pas. Et puis, il n'est pas du tout dans mes couleurs politiques, je tiens quand même à le préciser. Mais le maire de Béziers s'est attaqué à la sécurité. On peut dire ce qu'on veut. Encore une fois, je ne rentre pas pour moi, la sécurité,
ne devrait pas être une question de politique. D'ailleurs, c'est pas une affaire de gauche ou de droite. Le fait qu'on puisse, ou d'extrême droite, d'extrême gauche, le fait qu'on puisse aller acheter son pain, marcher dans la rue quand on a une fille le soir, sans se faire agresser et attaquer, ça ne devrait pas être de la gauche ou de la droite. Ça devrait être quelque chose de normal pour tous les partis politiques et pour tous les Français. Dans certaines villes où les gens s'attaquent à la sécurité d'une façon ou d'une autre, avec plus de police municipale, avec des caméras, alors encore une fois, on peut avoir des débats sur les caméras dans les lieux publics, faut trouver des solutions. Si on sécurise et qu'on améliore le quotidien des habitants, ça attire les gens. Si on laisse pourrir des situations, comme ça a été le cas dans certains quartiers de Paris, avec, tu te rappelles, les collines du crack, etc., même si le quartier est cool, que c'est beau, que c'est à côté de choses intéressantes, on laisse pourrir la situation, on se balade, on se fait attaquer par des mecs qui prennent du crack, personne n'a envie d'y vivre. C'est pas une question de politique, c'est une question d'action, tu vois, publique. Et donc, pour répondre à la question, moi, ce que je regarde, et ce que regardent nos équipes, c'est quels sont les grands projets dans la ville sur les 5, 10, 15 prochaines années. Et à partir de là, je te cite par exemple Saint-Etienne, je trouve qu'ils font un beau boulot, et c'est un marché de report des Lyonnais. C'est le cas également de Toulon, qu'on a évoqué. Il y a plein de villes. Le Havre, pourquoi ça marche bien ? Édouard Philippe, parce qu'on a eu des gens engagés sur le terrain. À nouveau, c'est pas de la politique que je fais. Je parle d'Édouard Philippe, le maire. Ouais. Et il a été très investi, très engagé. Il a fait des choses dans sa commune. Les prix montent, quoi. Et ça redevient attractif. C'est aussi simple que ça. Donc, suivre vraiment les pouvoirs publics, finalement. Je pense que sur le site des mairies, je vous invite à regarder s'il y a des villes qui vous intéressent. Vous allez sur le site de la mairie et vous regardez les grands projets. Et vous pouvez même faire un mail à la mairie pour interroger les services municipaux. Je prends un exemple, en région parisienne, on avait fait pas mal de projets à Corbeil-Essonnes, une ville populaire, où il y a pu avoir des problèmes de sécurité. Et il se trouve que j'ai déjeuné avec le maire de Corbeil-Essonnes pour parler justement de leurs projets pour la ville. Et je peux te dire que quand j'ai déjeuné avec eux, il m'a parlé justement des transports en 1. Ils sont en train d'œuvrer, il devrait y avoir des nouvelles sur les transports, donc je laisserai annoncer ça dans les prochaines semaines. Mais là, il va peut-être y avoir des choses qui vont se passer, qui vont rapprocher Corbeil du centre de ville de Paris, en temps de transport. Ils travaillent sur la sécurité, et il n'y a pas de tabou, même si c'est une ville populaire. Encore une fois, ils sont d'accord pour dire on ne laissera pas des petits groupes ou des gens, des unités de gens, enfin des gens attaquer d'autres gens. Je veux dire, encore une fois, c'est pas d'être de droite ou de... Non, mais c'est ce qui m'énerve, moi, dans ce pays, c'est que souvent, on mélange les choses. Tu sais, des fois, tu parles à des gens des extrêmes, et là, je pense à l'extrême gauche, et t'as l'impression qu'en fait, la sécurité, pour eux, t'es un facho si tu dis il faut que les gens se fassent pas attaquer. C'est du bon sens, c'est pas une question de redistribution de richesse ou autre. On dit quelqu'un qui est violent, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, son niveau de revenu, il n'a pas le droit d'être violent avec une autre personne. Point, ça s'arrête là, quoi. Et donc, à Corbeil-Essonnes, par exemple, ils ont des grands projets. Et ça, je trouve ça bien, parce que je sais que nous, on a beaucoup de biens qu'on gère pour des clients et même des biens perso à Corbeil-Essonnes. Ils sont en train d'améliorer la ville. Voilà. Donc, c'est une ville que nous, on regarde et où on se dit, on va investir dans les centres-villes. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est un maire, en l'occurrence, qui est à gauche, voire à gauche de la gauche. Et on pourrait se dire, il regarde arriver investissement locatif des investisseurs, il se dit bêtement, c'est des salauds de capitalistes. Certains auraient pu se dire ça. Eh bien, non, on a été bien accueillis. Et ils nous ont dit, on aime ce que vous faites. Parce que vous nettoyez des immeubles, et là je parle pas de personnes, je parle bien de façades d'immeubles que vous refaites, des logements qui étaient insalubres qui reviennent sur le marché. Vous attirez également une clientèle de locataires qui aiment bien les appartements en bon état, donc qui ont peut-être un peu plus de pouvoir d'achat, ce qui va faire un mix avec la population actuelle et ce qui est positif pour le développement de la ville. Ça, tu vois ? Ouais, je comprends. Non, mais c'est très malin, mais c'est quelque chose surtout qui peut-être est plus facile pour vous qui avez cette taille, parce que vous représentez 600 projets par an, c'est énorme. L'investisseur lambda qui a quelques projets, est-ce qu'il peut s'emparer lui aussi tu vois, de la question ? Il peut pas forcément déjeuner avec le maire de Corbeil-Essonnes, mais est-ce qu'il peut, d'une manière ou d'une autre, quand même influer, ou du moins s'interroger et être plus en amont par rapport à ces informations ? Parce que je suis d'accord et je trouve que là, il y a aussi un biais par rapport à la politique, le fait que c'est souvent vu comme l'information vient de là, nous on l'a subi, on la critique, on va dehors dans la rue quand on n'est pas content. Mais c'est vrai qu'il y a une autre façon d'interagir avec elle qui pourrait être effectivement d'être simplement un peu comme les lobbies, tu vois, qui ont des fortes, ou les influenceurs qui ont des fortes positions à défendre, d'aller tout simplement en tant qu'investisseur chercher l'info à la source. Et là, clairement, tu vas déjeuner avec le maire et qui te dit un truc, tu peux être sûr que ton info, tu l'as avant qu'il passe dans le Parisien. Le conseil, c'est exactement ça, mais c'est du coup, regardez peut-être les sites de l'INSEE pour regarder la démographie. Quelle est l'évolution des démographies ? Donc sur l'INSEE, on peut voir la moyenne d'âge de la population, la dynamique de population sur des
faut pas regarder au jour le jour, mais il faut regarder sur des tendances de population. Est-ce que la population augmente ou diminue? Essayer de comprendre pourquoi. En 2, je l'ai dit, le site de la mairie. En 3, ne pas hésiter à écrire. Ça dépend de la taille de la mairie, mais tu peux avoir des réponses. Tu t'intéresses à leur projet, en fait. Donc, c'est génial pour eux. Donc, ne pas hésiter à leur écrire. Tu seras surpris, mais tu auras des réponses en général. Pas du maire, mais tu auras des réponses de l'équipe. Et en 4, je fais de la pub pour nous, mais il faut écouter nos analyses. Non, mais parce que nous, c'est ce qu'on essaie d'apporter aux investisseurs avec des analyses locales de nos chasseurs sur le terrain. Parce qu'il n'y a rien de mieux que des chasseurs sur le terrain. Et donc, on le fait, je le redis tous les mardis, inscrivez-vous à ça, hein, si je peux dire les choses. Ouais, mais t'as raison. Et voilà. Cool. Et là, nous, aller chercher l'info à la source. Après, c'est dans les échanges. Je te prends l'exemple. Moi, j'ai dîné avec des CEO immobiliers dans un club d'entrepreneurs immobiliers, où je t'en parlerai, mais ça peut peut-être t'intéresser. Et en dînant, j'étais avec le patron de Vinci Promotion, le patron de Square Habitat, le patron de Préto, le patron que je disais tout à l'heure de quoi, d'EMEA, enfin tous les patrons, quoi. Et le patron d'IAD. Et donc, forcément, quand tu es avec tous ces gens-là et qu'on met en commun nos derniers constats sur le marché, quand on met en commun les infos de chacun, on arrive à avoir la meilleure info possible. Il y en a un qui dit oui, en fait, j'ai vu le ministre, c'est pas moi qui ai vu le ministre, mais lui, il l'a vu directement. Il a échangé avec lui. Donc, l'info qu'il me donne, elle est très chaude et elle est réelle. Tu vois ? Et donc, après, il faut suivre des influenceurs IMO. Il y en a plein, ceux qui vous plaisent le plus. Et vous les suivez sur LinkedIn, vous les suivez sur Insta, vous les suivez sur YouTube. Et vous aurez des infos. Si on s'y intéresse, on arrive à détecter les tendances et à avoir les dernières infos avant les autres. Mais c'est un peu de temps, effectivement. Ouais, mais c'est ce qu'il y a de le plus efficace quand même. Hein. Les rencontres réelles, effectivement, tout ce qui est mastermind, apéro IMO, il y en a pas mal aussi. Donc, carrément. Et d'ailleurs, même à son niveau à soi, on peut le faire. On n'a pas besoin de peser ou d'être un CEO de boîte pour le faire, quoi. Je voulais venir aussi aux manières d'accélérer dans l'immobilier. Voilà, t'as investi, t'as 3, 4, 5 biens. Il y a un moment donné où tu commences à taper ton plafond d'endettement. Comment en fait, toi t'en es venu à ça il y a quelques années déjà, mais comment accélérer en fait, comment dépasser ce plafond, aller vers l'avant, comment tu vois les choses? La première chose, c'est qu'il faut croire en ses rêves. Je le dis vraiment. Après je vais être plus concret, mais moi je vois beaucoup de gens qui sont bloqués, mais pour des raisons d'état d'esprit. Alors je sais que sur YouTube, on dit tout le temps le mindset, le truc, ça paraît un peu bullshit, mais malheureusement c'est la vérité. Les gens me disent mais comment t'as acheté autant de biens? J'ai acheté autant de biens parce que, désolé de dire les choses comme ça, mais je suis un chien dans le business. Positivement, j'entends. J'attaque, j'ai un os, je le ronge jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand on a compris avec Mickaël que ça marchait, que le système marche, j'achète un bien avec l'argent de la banque, le locataire rembourse le prêt et le patrimoine va être à moi demain. Ok ? Quand on a compris ça, on s'est dit c'est magique et donc on n'a pas lâché. On a déroulé la méthode, 1 bien, 2 biens, 3 biens, et parfois même on lançait plusieurs biens en même temps. Je crois qu'on est monté à 5 achats en même temps, avec 5 banques. Donc ça, je ne conseille pas de le faire, on était un peu foufou, c'était au début. Mais voilà, à un moment, tu veux implémenter, tu veux aller vite, il faut que tu crois en toi, et il faut que tu déroules et que tu passes à l'action. Et beaucoup de gens ne le font pas, en fait. Voilà. Je te prends un exemple, j'ai des clients de tout type, je vais du jeune actif qui démarre jusque... je pense là alors, bien sûr pour des raisons, j'ai même signé un NDA donc je dirais pas évidemment pas son nom, mais j'ai le patron d'une grande banque très prestigieuse qui est client. Ok. Cette personne vient me voir et me dit je peux investir 10 millions. Facilement, oui, en IMO avec toi. Cette personne n'a acheté qu'un seul bien. Pourquoi ? Pas parce qu'elle a fait de mauvaises affaires sur le premier, elle a fait la meilleure affaire du monde. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle chipotait la personne sur un 0,5% de renta en me disant « Emmanuel, est-ce que j'ai... » C'est quelqu'un que j'apprécie, donc je me moque pas, mais c'est pour expliquer l'état d'esprit. Elle était trop intelligente, entre guillemets, trop cérébrale en tout cas, beaucoup plus intelligente que moi, de manière scolaire, de manière d'analyse, etc., mais trop cérébrale et ça l'a bloquée dans l'action. Tu vois, et j'ai plein d'exemples comme ça. J'ai plein d'exemples de gens qui se gâchent, qui pourraient le faire, mais qui ne le font pas parce que finalement, ils s'attachent à des détails. Et au lieu d'accélérer, une fois qu'on a compris que c'est rentable, et de se dire que j'ai 7 points de renta ou 7,2, je m'en fous en fait, tu vois. Et c'est ce que j'ai toujours un peu critiqué dans les systèmes de simulateurs, mais je suis pas le client, je suis clairement l'opposé du client. Et il y a un super simulateur qui s'appelle Horiz.io. Je salue Bassel. Il a fait un boulot remarquable et fabuleux, mais moi je suis l'opposé du client. Pourquoi ? Alors peut-être que Mickaël, mon associé, sera un peu plus client, tu vois. On se complète. Parce que moi, une fois que je comprends que le truc marche, qu'est-ce que je m'en fous de savoir que j'ai 7,1 de renta ou 6,9 ? Rien. Si je vois que l'équilibre financier est respecté, que ça s'auto-paye après mon apport, j'envoie la purée, je déroule, tu vois. Je me dis pas, attends, peut-être que sur un autre bien, j'aurai 0,2 de plus. Oui, 0,2 de plus, mais je vais attendre combien de temps pour le trouver ?
Tu vois ? Donc la première chose, je vais répondre après sur le reste, mais la première chose, c'est l'état d'esprit de se dire, formez-vous, grâce au podcast, notamment celui-là, comprenez la méthode, et une fois que vous vous êtes dit, j'ai compris la méthode, les bases de l'immobilier, là, maintenant, je me lance. Et maintenant, je m'interdis de trouver des excuses de pouillem de pourcent de renta, d'excuses de je vais peut-être trouver mieux, d'excuses de les taux sont trop hauts, etc. Comprenez les choses et après, passez à l'action. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre des clients à nous qui possèdent 30 biens aujourd'hui et d'autres qui en possèdent un, alors qu'ils auraient pu en posséder plus. Tu vois. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, tu as raison, sur les ratios d'endettement, il y a des choses qui ont changé quand même. Avec le HCSF, il y a 2 ans, il y a eu des réformes qui font qu'aujourd'hui, on est capé sur ces taux d'endettement. Les banques peuvent y déroger. Alors, dans peu de cas, elles peuvent y déroger. Mais si on pousse des portes, quasiment tout le monde, alors ça dépend de votre situation financière, je ne peux pas faire du cas par cas, mais beaucoup d'investisseurs peuvent déplafonner. Pour déplafonner, il faut apporter aux banques à manger. Donc, il faut être des bons clients, donc leur donner des assurances emprunteurs, même si elles sont trop chères, comme je viens de le faire là à l'instant, à 0,40, j'en parlais avant. J'aurais pu trouver moins cher, mais peu importe, elle gagne sa vie, il faut qu'elle gagne sa vie. Donnez des assurances emprunteurs. Ne soyez pas en train de renégocier tant que la banque vous suit. Le jour où elle ne vous suit plus, vous renégociez vos prêts. Avant, vous ne renégociez rien du tout. Donnez-lui des assurances habitation. Demandez-lui ce qu'elle veut. Moi, j'ai ouvert des livrets A pour mes enfants. J'ai 2 enfants. J'ai ouvert des livrets A pour mes enfants. Et quand la banquière me dit, vous voudriez ouvrir des livrets A pour mes enfants, la réponse, je lui dis, pourquoi je ferais ça ? Je m'en fous du livret A. Il me dit, non, mais ouvrez-le s'il vous plaît. Moi, ça m'aide. Je coche une case. Ça montre que vous vous inscrivez dans la durée avec la banque, que vous êtes un client fidèle et je peux vous prêter plus d'IMO. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, envoyez-moi tout de suite les papiers, je vous les signe. Tu vois, ça me coûte rien. Donc, donnez des contreparties à votre banque et dites-lui clairement, moi, je veux que vous me suiviez, vous êtes ma banque, je crois en vous, je veux que vous croyiez en moi, suivez-moi dans l'immobilier, je serai un client fidèle. Première chose. Deuxième chose, si ça bloque, montez votre dossier en résidence principale. Vous allez voir votre banque, vous lui dites, faut que le bien soit autour de chez vous. Si vous dites, j'ai un CDI à Paris, j'achète une résidence principale à Vannes, la banque, ça ne sera pas cohérent. Elle ne va pas vous suivre. Si vous êtes en résidence principale à Paris, alors je ne m'adresse pas qu'aux Parisiens, mais pour prendre l'exemple, vous achetez un bien en région parisienne et vous dites, voilà, ça va devenir ma résidence principale, c'est beaucoup plus facile d'être financé par la banque. Par exemple, le dernier bien que j'ai fait, je l'ai monté en RP. Je pense habiter dedans en plus, un petit peu. Pas forcément très longtemps, mais un petit peu. Donc, tu vois, ça facilite le montage du dossier. Et quand la banque m'a dit, mais attends, Manuel, c'est pour ta résidence principale, mais évidemment que je te suis. Taux d'endettement, alors ça dépend le calcul, je dirais entre 45 et 70% selon les banques, tu vois. Et la banque m'a suivi parce que résidence principale, parce que je suis un bon client, parce que je la laisse manger. Troisième conseil, même si vous avez des refus d'une banque, ne vous dites pas, ils m'ont refusé, j'abandonne. Sur ce dossier-là, j'ai des banques, dont le LCL, qui est ma banque pro en plus, qui m'a dit, Manuel, on t'a déjà dit, va jouer ailleurs, on t'aime beaucoup, c'est très sympa, viens boire des cafés, maintenant tu t'en vas. Le LCL m'a fermé la porte. BNP, deuxième banque principale, m'a fermé la porte. Est-ce que c'est grave ? Non. J'ai une autre banque, le CIC, que je remercie du fond du cœur, qui m'a fait confiance sur ce projet, tu vois. Donc, on peut avoir beaucoup de refus et on en a toujours, mais il faut s'accrocher. On a un refus, on demande pourquoi, on remonte le dossier autrement, on va voir une autre banque. On lâche pas, en fait. Des banques, il y en a beaucoup et il y en a toujours, ça dépend des moments d'ailleurs. Il n'y a pas une bonne banque... Il y a des fois une banque qui s'appelle Arkea Banque Privée qui nous prêtait beaucoup. Et du jour au lendemain, ils ont dit maintenant le prêt IMO nous intéresse plus. Voilà, c'était il y a 2 ans. Et ils nous ont pu prêter 1 euro en IMO parce que c'était plus leur stratégie. Là, ils reviennent sur l'IMO. En fait, ça tourne les politiques bancaires. Et ce qu'il faut, c'est trouver la banque qui, au moment où on fait le projet, a envie de nous suivre. Donc, accrochez-vous, poussez les portes et soyez entrepreneurs dans l'esprit. Ça rejoint l'état d'esprit que je disais tout à l'heure. Une banque me dit non, je n'abandonne pas. Parce que je crois que c'est mon destin, entre guillemets, et je le crois vraiment, d'acheter de l'immobilier pour sécuriser ma famille. Donc, il n'y a rien qui me motive plus, donc je ne lâche pas. Tu vois ? Oui, comme tu dis, en fait, la procrastination, elle est importante, mais comparé par exemple à d'autres types de leviers, d'investissement, le problème avec l'immobilier, c'est que c'est pas juste démarrer, tu vois, par exemple, avec la règle des 5 minutes, allez, je commence et je m'y mets. En fait, il y a beaucoup de poursuivis, de suivi. Quand tu parlais du fait d'être patient et de prendre du temps, j'ai remarqué quand même, moi depuis, surtout que je fais du marchand de biens, surtout depuis quelques années, et puis avec le podcast, avec les rencontres que je fais aussi autour, j'ai l'impression qu'il y a quand même, il y a peut-être quelque chose qui est un peu sous-exploité, c'est la partie réseau aussi.
et qui peuvent faire peut-être des associations, tu vois, via des associations en fait. Club Deal, ouais. De vraiment d'aller plus vite parce que tu montes en parallèle. Déjà en perso, tu montes un truc toi pour toi, et à côté peut-être tu vas échanger des compétences qui sont complémentaires, comme ça, par exemple toi avec Mickaël, sur des dossiers où vous êtes à deux dessus, tu vois, et puis avec quelqu'un d'autre qui connaît bien les travaux dans une région, mais qui toi tu peux pas y être, mais clairement, tu vas lui donner autre chose parce que tu as ton profil toi qui peut être bankable, donc pour le financement tu peux l'aider. J'ai l'impression qu'il y a une vertu, il y a un pouvoir dans l'association qui est peut-être pas vraiment exploité à fond. Qu'est-ce que t'en penses? Alors je suis tout à fait d'accord, c'est pas toujours facile d'être financé en SCI par exemple quand on n'est pas de la même famille. Moi c'est mon constat, hein. Les banques peuvent avoir peur de ça, ça c'est un peu le point négatif. En revanche, pour moi l'immobilier c'est de l'entrepreneuriat. Tu vois, on entreprend sur des projets. Chaque projet immobilier c'est comme si on montait une petite entreprise, tu vois, où il y a un process à respecter, on l'a dit, la gestion de projet jusqu'à la livraison et voilà, l'exploitation. Et sur des opérations de marchand, c'est pareil. Donc, être plusieurs pour monter une entreprise, si tant est qu'on trouve les bonnes personnes, c'est encore un autre débat, parce que parfois, ça marche pas l'association, mais si tu as un bon associé, c'est génial. Et en immobilier, tu as des moments de doute, tu vois. Il y a des moments où peut-être que moi, seul, comme dans l'entrepreneuriat, j'aurais abandonné, parce que je me disais, bon, tu vois, il y a des moments où c'est moi qui ai injecté l'énergie sur un projet, d'autres moments où c'était Mickaël. Et si on arrive à trouver la complémentarité avec un autre investisseur, oui, ça peut être super. Donc, je te rejoins à 100%. Peut-être mon conseil là-dessus, mon conseil d'entrepreneur plus que d'investisseur, souvent, tu vois, j'ai créé... Moi, c'est la deuxième boîte que je crée. Ma première boîte, on pourra en parler. Tu sais ce que je faisais ou pas, non? Non, pas du tout. Okay. Quand j'étais étudiant en droit, j'ai monté une boîte de coaching en séduction qui a vécu 5 ans et qui marchait bien. Hein. Une petite boîte, mais c'était vraiment passionnant dans les grandes époques. Donc, j'ai créé ça et je l'ai mené de 20 à 25 ans. D'accord. Avec un autre associé qui était plus vieux, qui avait 10 ans de plus que moi. Okay. Et je te parle de ça parce que c'est marrant, à l'époque, ma maman me disait, quand elle voyait comment je bossais, elle me disait, mais attends, ma mère n'était pas du tout entrepreneur, elle me disait, mais Emmanuel, tu travailles beaucoup, est-ce que ton associé bosse autant que toi? Et ça, tout est là, tu vois. Et moi, je lui répondais, déjà, oui, il est très engagé. Je disais, mais ça marche pas comme ça. En fait, l'association, ce que je veux, et c'est là mon conseil, pour l'entrepreneuriat ou l'investissement, il faut que vous soyez vraiment dans quelque chose où si l'autre ne bosse pas à un moment, vous ne soyez pas en train de vous dire, est-ce qu'il bosse autant que moi? Si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est mort. Moi, il y a des moments où je bossais moins, Mickaël prenait le relais, et il y a des moments où je bossais plus, et je prenais le relais, tu vois, de Mickaël qui bossait moins. Et je suis pas en train de me dire, ah merde, il bosse pas. Il faut se dire, on bosse pour le collectif, et si l'autre bosse moins, c'est pas grave, je bosse plus à ce moment-là, sans compter, parce qu'en fait, on est en symbiose, tu vois. Si on n'est pas capable de faire ça, ça marchera pas. Parce que si on commence les petits comptes, c'est que ça marchera pas, tu vois. Et pourquoi ça marche de se dire ça? Parce qu'on est tellement convaincus tous les deux qu'on est à fond dans le projet, qu'on sait que si à un moment il est un peu moins ou s'il peut pas, parce qu'on est des êtres humains. Hein. Moi, il y a des moments où, pour ma vie perso, l'année dernière, j'étais en couple avec une fille qui habitait à l'autre bout du monde, tu vois, très compliqué, à San Francisco. Et donc, je partais régulièrement aux US, elle venait, etc., etc. Donc, compliqué. Là, c'est Mickaël qui se posait plutôt. Et voilà, j'étais off. Et en fait, c'est assez drôle parce que j'étais off assez souvent l'an dernier. Et une semaine, 10 jours, quasiment par mois ou tous les 2 mois, tu vois, mais c'était énorme, quoi. Je bossais un peu, mais pas beaucoup sur ces créneaux. Et Mickaël m'a jamais fait une remarque. Et des fois, j'ai des amis qui me disent, mais Mickaël, t'as fait aucune remarque? Et je lui dis, mais il peut pas me faire de remarque, entre guillemets. Et je peux pas lui en faire non plus, parce qu'on est chacun entrepreneur et dans le business. 2, j'ai tellement donné pour cette boîte, et je donne tellement, hein, j'en parle pas au passé, qu'il est pas dans le petit compte. Il sait qu'à ce moment-là, c'était important pour moi, et il a la décence, et même s'il a peut-être pensé de se dire, là, il est relou, il me saoule avec son histoire, bah, il a eu la décence de se dire, bah, cette histoire, elle est importante pour lui, je le soutiens. Tu vois? Je le soutiens sans me dire, merde, il travaille peut-être un peu moins que moi sur ce créneau-là. Et inversement, il y a des moments où il partait, il y a des années, beaucoup plus en vacances que moi. Oui, je me disais, fait chier, il est pas là. Mais je me disais, ça s'arrêtait là. Je me disais, bah, tant mieux pour lui, tu vois. Il y avait une bienveillance. Et si on arrive dans l'association, en IMO, en entrepreneuriat, à avoir cette bienveillance et à se dire, c'est mon projet, l'autre, c'est un plus, et que l'autre se dit la même chose, hein, évidemment, bah, quand l'autre est pas là, il y a personne que moi qui peut le faire, je le fais. Et je le fais sans me dire, bah voilà,
sans me dire je suis allé voir plus de banques que lui dans un financement IMO, j'ai fait plus de choses que lui. Après, si on se rend compte que l'autre bosse pas sur le projet IMO, là il y a un problème, c'est encore autre chose. Il faut partager vraiment la vision en commun, quoi. C'est ça qui est exactement le plus important. Vision et valeur. Ouais. Valeur, ouais, tout à fait. Que dans l'immobilier, il y a plusieurs façons de créer de la valeur, justement. Il y a des gens qui, quand ils sont passionnés par l'immobilier, ils sont salariés, ensuite en parallèle ils investissent dans l'immobilier, ensuite ils veulent se professionnaliser, ça peut être par des opérations d'achat-revente, des gens aussi dans le réseau, la communauté, qui deviennent agents IMO. Quel est pour toi, et ça peut être aussi en fait de conseiller des gens à devenir chasseurs, tout simplement parce qu'on a l'œil, tu vois, il y a plusieurs façons de créer, j'ai l'impression, de la valeur dans l'immobilier en s'entourant bien. Ouais. C'est quoi pour toi les leviers, peut-être justement les rôles où dans l'IMO où on peut créer le plus de valeur, tu vois. Moi typiquement par exemple, j'ai l'impression qu'agent IMO c'est peut-être pas forcément le truc qui va te donner beaucoup de valeur parce que tu étais payé à la com sur un deal, mais ça dépend du projet de vie, j'ai envie de dire. Tu vois, par exemple, quand on était dans des... Tu te rappelles de l'époque Quitter la Rat Race avec Cédric Anicet? Ouais. Donc nous, on était tous les ans les partenaires de Cédric. Cédric, on te salue si tu nous écoutes, que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et ce discours de Quitter la Rat Race, il s'adressait donc Quitter la Rat Race, donc l'image du rat qui court dans sa petite roue et qui est le salarié finalement qui fait son métro boulot dodo, c'est ça l'idée. En fait, pour moi, quand on aime son boulot, quel qu'il soit, on n'est pas dans la rat race. Si on n'aime pas son boulot, quel qu'il soit, potentiellement on est dans la rat race. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde ne doit pas forcément bosser dans l'IMO. On peut avoir cette passion pour l'investissement et se dire, j'ai un boulot que j'aime, l'investissement c'est une passion et rentable, mais pourquoi dire, il faudrait que je quitte mon boulot pour faire que de l'IMO? Ça sera peut-être moins rentable déjà, tu vas peut-être te lasser aussi, et ton boulot aujourd'hui est un levier pour lever de la dette, pour faire de l'IMO, tu vois. Moi, je le vois plutôt comme ça. Donc, je me dis pas forcément que tout le monde doit être dans l'IMO. Donc, si quelqu'un se dit, j'aime tellement ça que je veux vivre de l'immobilier et être dans le sens être professionnel de l'immobilier, puisque ça devient un job, dans ce cas-là, oui, on peut être agent, on peut être chasseur, on peut être marchand. Attention, marchand, ça reste compliqué de se financer. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent marchand, c'est facile. C'est compliqué d'être marchand de biens. Tu vois, surtout dans un marché potentiellement baissier, il faut être capable d'arriver à revendre les biens, il faut être capable de se financer. Les banques demandent déjà un historique pour te financer des opérations marchands. Voilà, c'est pas idyllique, mais oui, ça peut être une voie. Moi, mon conseil, c'est plutôt de se dire, si vous avez la chance d'aimer votre job, continuez dedans et faites l'immobilier à côté. Ça me semble encore mieux, tu vois. Et par la suite, si c'est votre souhait, oui, devenez chasseur IMO, devenez marchand de biens, ou vivez de votre locatif si vous en avez fait beaucoup. Mais c'est pas évident. Pas toujours autant. Il y a moyen en parallèle de continuer à bien utiliser le levier de l'endettement, à créer son patrimoine à côté, comme on pourrait le faire pour sur du DCA dans des ETF, avec chaque truc, les produits d'une entreprise ou même de son salaire, de son épargne. Donc le faire de côté, quoi. Ouais, acheter un bien, 2 biens par an. Si déjà vous arrivez à faire de la régularité, ce qui est dur en fait dans tout, c'est la régularité, comme tu le dis. En DCA, c'est qu'on investit tous les mois, par exemple, des petites sommes, une épargne par mois en bourse ou en crypto, par exemple. En matière d'immobilier, moi, ce que je vois qui est le plus compliqué, c'est que les gens font un projet, 2 projets, et après, ils ont d'autres choses, en fait. Ils ont leurs enfants, peut-être, s'ils sont parents, ils ont leur passion, ils ont leur job, ils ont leurs vacances, et ils repoussent. Tu vois, c'est vraiment le sujet. Ils se disent, il faut que je le fasse, ils le savent. Ils savent qu'ils peuvent le faire, s'ils ont des capacités d'endettement, mais en fait, ils se disent toujours plus tard. Tu vois. Et le problème est là, en fait. Et c'est aussi là nous, on intervient. C'est que nous, il suffit, entre guillemets, qu'ils fassent un formulaire de contact sur le site, qu'ils prennent un rendez-vous. Ils parlent, ils sont un peu bloqués. Et nous, on a un rôle de coach à bloquer. Ils achètent ce qu'ils veulent. Mais on est là pour les confronter à eux-mêmes en disant, OK, vous êtes venus nous voir parce que vous voulez investir, vous dites qu'il faut le faire. Quand est-ce qu'on lance le projet? Tu vois. Et nous, on a un rôle de coach pour les pousser positivement, si c'est leur souhait, bien évidemment, à passer à l'action. Et ça fait la différence. Et l'idée, c'est de pouvoir le faire de manière complètement passive, parce que je pense à effectivement des profils salariés high level, tu vois, qui ont qui ont pas du tout de temps à s'en occuper. Vous pouvez proposer du coup de faire vraiment de tout de A à Z, parce qu'il y a que comme ça que ça marche, j'imagine. Tu vois, pour proposer quelqu'un qui a déjà 2 biens, de se dire, tu veux encore en prendre 3 ou 4, il va se dire, en fait, je vais doubler mon temps. Or, tu vois. Ouais, et puis aussi parce que le plaisir, tu vois, il est pas forcément dans l'opérationnel pur, quoi. Le plaisir, c'est de choisir le projet et c'est de le voir avancer. Mais tu vois, moi, beaucoup de projets, sauf celui-là que je viens d'acheter le dernier parce qu'il était à côté de chez moi, donc j'ai suivi le chantier, j'étais content. Mais sinon, je suis plus aucun chantier. Parce que c'est du temps. Et c'est pas désagréable, hein.
Mais je veux dire, quand je suis avec mes gosses le week-end, un week-end sur 2, là je passais sur le chantier avec mes petits bouts, 4 et 6 ans, c'était très drôle d'ailleurs. Ça m'avait plaisir de le faire pour ça. Et je leur montrais l'évolution, je leur montrais les plans d'archi. J'essayais de leur donner. Alors ça c'est un vrai débat, je leur parlais pas de finances ou d'argent, j'essaie d'éviter au maximum de parler d'argent. Par contre je leur parlais du côté artistique de l'archi, de l'appartement qui se transforme, de ce que c'est que le job d'archi, de valoriser les métiers. On voyait les ouvriers certains samedis, tu vois, ça c'était cool. Mais en dehors de ça, je ne suis pas les projets par manque de temps. C'est pas là que ma zone de génie est, c'est pas là que je gagne le plus d'argent. Moi mon job c'est de dire oui non sur des projets, de rêver du projet, et puis de me laisser porter par mes équipes qui vont me montrer l'avancement, me faire la petite livraison à la fin. Je dis putain, trop cool, ça c'est l'appart qu'on va louer, on a apporté de la valeur aux futurs locataires, etc. Tu vois, ça c'est cool. Une fois qu'on a compris qu'on a fait un ou deux chantiers, en général, on n'a pas envie de chasser le bien, de faire les chantiers parce qu'on sait que c'est du temps et que même si on aime ça, son temps est mieux investi dans ses passions, sa famille ou son job. Sur le marché on en parle au tout début de l'entretien, le marché des PropTech. Ouais. On peut se poser des questions d'investir dans des boîtes qui partent en redressement judiciaire, tu vois, parce que voilà, on a parlé de Mastéos, Imocities, etc. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, pour toi? Est-ce que c'est tout simplement parce que, on parlait au tout début, au fil, il y a une adaptation entre la hausse des taux et le foncier. Ouais. Ces sociétés qui proposent de l'investissement locatif comme investissement locatif du coup, c'est les coûts fixes qu'ils n'ont pas pu réduire à temps pour faire face à la baisse des volumes qu'ils avaient. Ouais, alors c'est pas les mêmes situations. En fait, si on regarde dans le rétroviseur, donc nous on a lancé ce concept en 2013, que je te disais, le site. On a fait beaucoup de vidéos YouTube à l'époque, comme tu le sais, et du coup ça a donné envie aussi à beaucoup de gens. Je dis pas qu'il y a que nous qui avons donné envie, mais du propre aveu du fondateur de Mastéos, il avait vu ce qu'on faisait, il le dit lui-même sur LinkedIn, des trucs et tout, Thierry. Et donc en fait ils se sont engouffrés dans la brèche à un moment où l'argent était facile à lever, avec talent, parce qu'attention, ils ont beaucoup de talent pour lever des fonds aussi, ça se fait pas tout seul, c'est du temps, il faut arriver à convaincre des investisseurs, etc. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'était pas le même monde, et que là où les gens avant levaient 2 millions, les très bons leveurs, comme ça a été leur cas, levaient 20 millions, 50 millions, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont monté des équipes très grosses, et en termes d'opérationnel derrière, il y avait beaucoup de problèmes de leur propre aveu. Encore une fois, je ne donne aucune info qui n'est pas publique. Ils le disent eux-mêmes, il y avait des problèmes sur quasiment tous les chantiers, sur quasiment tous les projets, parce que ça allait trop vite, ils ont grossi trop vite. Et donc, ils faisaient des gros chèques aussi aux gens pour la satisfaction, pour que les gens ne parlent pas de leur expérience. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont recruté beaucoup trop. Ils perdaient 20 millions par an au pic, 20 millions d'euros par an de pertes. Donc chaque projet en fait qu'ils faisaient leur coûtait, je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros, quoi. Ça, quand tu réfléchis comme ça, c'est quand même incroyable. Et donc au final, ça a pas suivi. Il y a un moment où l'argent magique s'arrête et où ils n'ont pas pu relever des fonds parce que le contexte des levées de fonds était devenu compliqué avec la hausse des taux. Les VC sont devenus plus compliqués, ils demandaient aux boîtes d'être rentables. Et voilà, la boîte est allée dans le mur par rapport à ça. Donc nous, aujourd'hui, on étudie le dossier Mastéos pour le reprendre. On a appris à apprécier Thierry et Maxime, les founders. Donc je les salue s'ils m'écoutent. J'ai du respect pour les entrepreneurs qui sont, je tiens à le dire. Et voilà. Et donc Imocities, c'est encore une autre histoire. Là, c'était une boîte beaucoup plus petite qui était autofinancée. Et Imocities a été racheté par un grand groupe qui s'appelle Consultim. Pareil, c'est tout ce que je dis est public, je donne pas d'infos off. Et avec la croyance de la part de Consultim que intégrer au groupe, ça allait cartonner, etc. Bon, toute évidence, ça n'a pas été le cas et ils l'ont liquidé 1 an après. Voilà. Donc c'est pas tout à fait les mêmes histoires. Ce qui est sûr, c'est que oui, le contexte de marché est compliqué. Et on voit aujourd'hui que c'est plus compliqué de faire de l'IMO parce que on l'a dit au début, les volumes ont baissé, notamment dans le locatif. Donc, quand on a une baisse de son chiffre d'affaires et qu'on a une boîte qui est déjà pas rentable, c'est très compliqué. Tu vois ? Ouais, c'est vraiment l'effet ciseau, tout simplement, entre chiffre d'affaires et coût. Mais ceci dit, je veux pas montrer du doigt les boîtes de clés en main parce que si on regarde dans l'écosystème IMO, je veux pas dire de bêtises, mais le chiffre que j'ai en off, pareil de mon dîner CEO, je crois qu'il y a 800 agences IMO qui ont fermé l'an dernier en France. Liquidation, agence IMO classique. Beaucoup de notaires qui ont licencié à tour de bras, certaines études qui ont même fermé. Donc tu vois, c'est tout l'écosystème IMO qui est impacté par cette baisse des volumes, quoi. Imaginons si demain les boulangeries de France, les gens disent en fait le pain c'est mauvais pour la santé. C'est pas le cas. Mais voilà, et donc le volume de vente de baguettes de pain chute de 30%. Ah oui, il y a beaucoup de boulangeries qui vont fermer, tu vois.
Donc c'est... Non, ouais, je comprends tout à fait. Moi, ce qui m'étonne juste, c'est la rapidité avec laquelle ça s'est effectué. Je pensais qu'il y avait plus d'adaptabilité des coûts fixes, tu vois. Et c'est vrai que les montées, les levées ont été énormes. Donc, on a évidemment fait emballer la machine avec des projections beaucoup trop ambitieuses. Peut-être au mauvais moment, juste avant que ça pète. Mais... Après, bon, moi, je peux pas trop parler du dossier que tu as évoqué, puisqu'on est en process de reprise, et on est plusieurs, donc on est en process de reprise en redressement. Ouais. Donc, j'ai pas forcément envie de dire tout ce que j'ai vu à l'intérieur du dossier, parce que ça serait pas forcément fair pour eux. Mais oui, il y a eu beaucoup de problèmes dans l'entreprise, même s'il y a des choses bien aussi qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de problèmes qui font qu'elle est dans le mur, tu vois. C'est aussi un cas particulier, c'est pas que... le marché, c'est aussi un cas particulier sur cette entreprise-là, et aussi beaucoup le fait qu'ils n'ont pas réussi à relever des fonds. Ouais. Et ça c'est un peu le cas dans toutes les startups. Il y a beaucoup de startups. Tu regardes, il y a Luco, pareil, qui était a priori une belle boîte. Je ne connais pas les fondeurs, je ne connais pas la boîte, mais qui était une belle boîte en termes de collègues, de chiffres, etc., qui a été, je crois, même une licorne, il me semble, à un moment, qui vient d'être vendue pour 4 millions d'euros. 4 millions, alors qu'elle valait, soi-disant, 1 milliard. Ouais. Il y a eu beaucoup d'écueils sur les startups avec les valos. Et je crois que la correction qu'a subi Mastéos, c'est à la fois le sujet du venture capital, donc des financements par des boîtes de VC, donc des gens qui injectent beaucoup d'argent dedans, qui s'est restreint d'un coup, le marché immobilier qui s'est restreint, et des problématiques internes de gestion. Donc la conjonction de tout ça a envoyé à un moment la boîte dans le mur, quoi. Après, si on prend une vision macro, c'est vrai que c'est juste un assainissement du marché, c'est-à-dire qu'on les a vus se multiplier, ces boîtes-là, et donc on s'étonne maintenant, et on en parle beaucoup quand il y en a qui tombent, mais c'est un petit peu, j'ai envie de dire, malheureusement, mais le cycle naturel dans le capitalisme, voilà, ça crée, et puis ça dépose de temps en temps. Ouais, bien sûr. Mais voilà, nous on fait un beau métier avec passion, et pour parler d'investissement locatif, ça va bien, du coup. On a toujours été profitable. Nous on s'est toujours dit on va peut-être plus lentement, tu vois, quand certains en 2 ans faisaient des volumes élevés, nous on a mis 10 ans, mais on sait qu'on a un luxe, franchement, et je le dis, on en parle souvent avec Michael, on sait la chance qu'on a d'être les seuls au capital de notre boîte. Quand j'ai parlé notamment avec eux beaucoup de comment les VC te demandent de faire des reports, de passer ton temps à faire des dossiers, et souvent des dossiers bullshit, parce que c'est des gens qui sont de formation consultant, donc ils font pas ça pour t'embêter, mais ils veulent voir des graphiques, des tableaux, des PPT, des machins. Quand tu es entrepreneur et que tu es dans l'IMO, bah, tu dois avoir des process, mais au service de ta boîte. Pas des process et toute une industrie au service des VC au sein de ta boîte. Sinon, ton temps, pour moi, est mal investi. Tu vois ? Et donc, cette perte de liberté, bah, elle s'en ressent aussi sur l'activité au final. Ouais. C'est du temps que tu n'injectes pas au bon endroit. Et ça peut coûter cher dans tout type de start-up. Mais je pense que les têtes ont aussi tourné par rapport à la force, la vigueur de la demande aussi, tu vois, qui était tellement énorme des investisseurs. Et c'est quelque chose que je vois aujourd'hui sur le secteur du crowdfunding, tu vois. Et pour moi, c'est pour ça que c'est un secteur qui est un peu dans la même configuration, qui est peut-être un peu à danger, parce qu'il y a une telle demande que derrière, je peux comprendre que les efforts des managements soient plus sur essayer de collecter les fonds, de marketer le produit pour exister, parce qu'il y a un moment donné aussi, pour exister, il faut être là, que sur l'exécution. Et c'est là où, dans les moments défavorables, ça tombe. Donc, ouais, et puis sur le crowdfunding, le sujet c'est qu'ils financent des opérations de marchands qui peuvent être plus compliquées à revendre. Et en fait, comme les taux de reversement par justement le marchand de biens sont très élevés, plus le temps passe et plus il est pris au piège, en fait. Et du coup, je pense qu'effectivement, il peut y avoir quelques sujets. Il y en a probablement déjà. Et voilà, moi je connais des marchands qui sont en difficulté dans différentes villes de France, des gros marchands. Forcément, quand ils se financent par crowdfunding et qu'ils doivent reverser 12 points, à chaque mois qui passe, t'es partagé entre solder ton prix pour te débarrasser de ton actif ou le garder parce qu'il faut que tu revendes quand même à un certain prix pour pouvoir couvrir tes frais de crowdfunding. Bon, c'est très compliqué, quoi. Donc, quand les prix montent et que tout va bien, le crowdfunding, c'est génial. Moi, je dirais peut-être simplement aux investisseurs d'être quand même prudents, à minima sur la sélection des projets ou des plateformes, et peut-être même de regarder... Mon conseil en tant qu'investisseur, après, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. Et moi, aujourd'hui, le crowdfunding, j'irai pas forcément. Mais c'est mon avis perso. Chacun doit avoir ses convictions. Et en tout cas, à minima, soyez prudents sur les projets. Analysez plus que jamais les projets des marchands, la solidité du marchand, pour pas vous retrouver dans une situation où votre capital disparaît, quoi. Ouais, surtout que les garanties, pour les exécuter derrière, c'est compliqué, quoi. Donc, tu restes coaché longtemps. Ok, bon, on a fait un bon petit tour, je pense, sur tous les aspects IMO. On a essayé vraiment d'aller chercher ton expertise et merci beaucoup pour la candeur de tes réponses. Merci à toi. Où est-ce que les gens, avant de
proposais de donner peut-être des contacts pour te contacter directement. Ouais. Est-ce que dans tout ce qu'on a dit, il y a des ressources qui pourraient aider les auditeurs à mieux sur ce qu'on dit? Je l'ai dit, sur les ressources sur notre site, vous pouvez vous inscrire, donc investissement-locatif.com pour vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez une invitation pour que tous les mardis, vous puissiez... Donc c'est le mardi midi, à 12h45, le rendez-vous aujourd'hui. Et là, c'est Michael, mon associé, qui anime ce rendez-vous-là et qui va vous faire une analyse par ville ou sur d'autres sujets. Demain, par exemple, alors là, le truc sera en décalé, j'imagine, mais on a le sujet de la courte durée qui est abordé demain, donc ça va être très intéressant, avec des analyses de ville, donc tu vois, c'est un sujet d'actualité. Vous pouvez également, parce qu'on est en train de monter une offre qui a dû déjà être montée quand le podcast sort, une offre gratuite, vous pouvez avoir un package avec notre livre gratuitement, en version numérique, notre livre qui s'appelle Vive l'immobilier, vive la rente, qu'on vend encore à la Fnac, etc., à 20 €. Un guide des villes où investir et justement recevoir toutes ces analyses hebdo. Donc voilà, on veut créer un espèce de club de gens qui sont actifs et qui s'intéressent à l'IMO et qui sont tous les mardis. C'est vraiment notre objectif parce qu'on y prend du plaisir. À côté, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux. On a dit Instagram, Manuel Ravier, sur LinkedIn, Manuel Ravier. Et j'anime maintenant un podcast qui s'appelle Money Talk, où on n'est pas que sur de l'IMO. J'essaie d'avoir des gens inspirants. Et je suis très content de mon panel d'invités. Expert comptable qui a monté plusieurs boîtes, qui d'ailleurs est un ami. Un CGP très influent sur LinkedIn. Voilà, j'ai plein de gens. J'ai quelqu'un qui gère une boîte dans les cryptos, une très belle boîte parisienne dans les cryptos. Et je vais avoir d'autres gens. Je vais avoir des chirurgiens esthétiques, des influenceurs. Je vais avoir un présentateur du JT à la télé. Donc des gens dans différents domaines qui ont des succès ou des parcours inspirants et que je veux faire témoigner, que vous avez peut-être jamais entendu. Et ça, je pense que ça va être cool. En tout cas, moi, c'est un projet qui m'amuse. On n'est pas que sur le rendement immédiat, tu vois, mais on essaie aussi. Et c'est important de kiffer, quoi. De prendre du plaisir. Bon, cool, on va aller checker ça. Je pense qu'effectivement, tu as un carnet d'adresses qui te permet d'avoir des invités sympas. Quelques-uns. Donc c'est cool, ouais. On va rediriger les gens vers ça sans problème, on mettra ça dans les notes. Merci beaucoup, Manuel, d'être passé. Merci à toi pour l'invitation. À très bientôt. Bonne journée à tous, à bientôt. Ciao.